le 25 et bienvenue à l'ère du temps. Que ce soit donc aujourd'hui Pape Samba Kane, journaliste, éditorialiste, écrivain, on le présente plus au Sénégalais. Ibrahim Nour Edine Diagne, économiste et expert en transformation digitale. Mais avant de démarrer cette émission, nous tenons à rendre hommage à une Sénégalaise qui est devenue Sénégalaise qui s'appelle Kouyo Kouyo, qui est décédée hier à 58 ans. Cette Camerounaise, devenue sénégalaise par la force des choses, travaillait pour la culture, était l'une des premières femmes africaines noires à être choisie comme commissaire au vernissage de Venise. Elle est décédée, c'était pour l'année prochaine qu'il devait le faire Koyo. Nous vous présentons nos condoléances à tous les Sénégalais qui ont aimé cette dame, qui était une dame camerounaise, mais de nationalité sénégalaise, qui a beaucoup travaillé et qui a créé une structure intéressante, Réo Matériel, où elle faisait la culture. Il a beaucoup travaillé pour le pays. Hommage à Koyo, repos à ton âme. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le Sénégal, on s'achemine vers le dialogue politique prévu le 28 mai prochain, institutionnalisé. D'ores et déjà, les partis politiques ont décidé de boycotter. La paire a boycotté, dit qu'ils vont boycotter ce dialogue. La République des valeurs aussi dit aussi qu'elle va boycotter ce dialogue. Pape Samba Kane, quelle analyse peut-on faire de ce dialogue qui est convoqué où les partis politiques déjà boycottent? Je vais revenir à ta question très vite, mais je ne peux pas, devant un micro, après que tu as rendu hommage à Koyo, ne pas mettre un mot sur cela, parce que ça ne se comprendrait pas pour nos amis communs, etc. Je crois qu'il est en train de rejoindre quelqu'un qui l'aimait beaucoup et qu'elle-même aimait beaucoup, Issa Samb Joakam. Et j'ai aussi quelquefois présenté soit des livres. C'est le seul endroit où j'ai jamais accepté de jouer en public de la flûte. C'est Réo Matériel quand ils étaient à Sicap Rudis. Donc je présente mes condoléances à tous nos amis qui se reconnaissent. Tout à l'heure, je communiquais par WhatsApp avec Marie Toumbaï Kenbougoul, qui est aux États-Unis actuellement. Elle est en train carrément de pleurer Koyo. Le dialogue national, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, et son initiateur lui-même le souligne, c'est qu'il n'y a pas de crise, en tout cas ouverte, et il appelle au dialogue. À part cela, rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui sont dans la disposition d'accepter de venir dialoguer, d'autres qui ne sont pas dans cette disposition et qui refusent. Je ne vois pas pourquoi on devrait dramatiser le refus de partis qui ont des raisons, explicitées ou pas, de ne pas vouloir participer à ce dialogue. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres questions de fond qui sont derrière, qu'on pourrait peut-être aborder si tu le souhaites. Mais de ce point de vue-là, du point de vue du dialogue, de l'acceptation ou non d'aller dialoguer, on ne peut pas faire du dialogue une panacée. Il le faut absolument parce qu'on est en démocratie. Ce qu'il faut absolument quand on est en démocratie, c'est qu'il y ait des gens d'accord et des gens pas d'accord. Si tout le monde est d'accord, il n'y a plus de démocratie. Donc il faut bien qu'on soit d'accord sur cela et qu'on dédramatise le fait qu'un parti choisisse de ne pas y aller. Ils ont leur raison. Sont-ils assez préparés pour dialoguer? Peut-être que ça tient même à ce type de raison. Donc il ne faut pas dramatiser ça. Maintenant, essayez de le comprendre, l'analyser analyser les conséquences, etc., etc. Ça se peut. Ibrahim, par rapport à ce dialogue? Merci. Je commencerai tout d'abord également, comme M. Kane a également m'incliné devant le deuil qui frappe la famille culturelle sénégalaise et formuler des condoléances envers tous ses proches. La question, en effet, c'est un dialogue national et non un dialogue politique. Mais c'est vrai qu'on a tendance à forcer le fait politique dans toute initiative de cette nature. Le dialogue porte sur le système politique. Donc, selon la compréhension que j'en ai, il ne s'agit pas de se concentrer sur une élection, une échéance électorale. Il s'agit simplement de se concentrer sur notre système politique. Et je pense que, comme M. Kane le dit, à chaque fois qu'il y a un moment de cette nature, il est très courant qu'une partie de la classe politique se manifeste en ne voulant pas participer à ce genre d'initiative. Et donc, cela relève de leur responsabilité. Mais je pense qu'il est important d'instituer un moment de dialogue national parce que notre pays est à la croisée des chemins, pas seulement sur les questions politiques, mais sur toutes les questions de jeunesse, les questions d'emploi, les questions qui touchent à l'international, le digital, l'intelligence artificielle. Donc nous sommes à la croisée des chemins et c'est des moments importants
pour dialoguer, échanger et enrichir un peu les démarches des politiques publiques avec l'influx de tous les secteurs de la société, le secteur culturel, la société civile, les acteurs politiques, les acteurs culturels. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui, j'espère, ne manqueront pas à cet appel au dialogue. Oui. L'APR dit qu'ils ne vont pas dialoguer le pistolet sous la tempe, parce que la plupart des cadres sont convoqués à la cour de justice, sont attirés à la justice. D'autres cadres sont en prison. La plupart des valeurs dit elle aussi que le dialogue n'est pas sérieux. Comment peut-on l'analyser? Sans évaluer le fait que c'est sérieux ou pas, mais en tout cas, la première raison, elle est absolument compréhensible. C'est-à-dire, chaque groupe, chaque individu a des priorités. Aujourd'hui, si dans ma famille, il y avait 2-3 personnes dans le couloir de la justice, je ne serais pas venu ici. Pourtant, c'est important que je vienne ici. Mais dans la hiérarchie de mes priorités, il y aurait autre chose. Ça, on peut essayer de le comprendre de ce point de vue-là. Il y a aussi le point de vue politique. L'APR est aujourd'hui comme était le PASTEF quand ils étaient au pouvoir. L'opposant principal, l'adversaire politique principal. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour mettre du sable dans le couscous de l'autre, ils le font, ils le feront. Ça, il ne faut pas avoir des illusions. Le parti qui est au pouvoir dans un pays a beau être populaire, a beau avoir le programme le plus lumineux du monde, il y aura toujours des gens pour ne pas être d'accord. Je vais le répéter. En démocratie, l'élémentaire situation, c'est qu'il y ait des gens d'accord avec le pouvoir et des gens pas d'accord avec le pouvoir. Et à partir de ce moment, que chacun respecte les règles du jeu, ce pays fonctionne. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Je regarde ce pays, comme je le dis souvent, dans les yeux depuis 40 ans, parce que je suis journaliste. Donc j'ai Abdou Diouf, Wade, Macky Sall, etc., jusqu'à eux. Effectivement, ce que disait M. Diane tout à l'heure est vrai, les situations changent, il faut aller avec le mouvement, etc. Mais il y a des fondamentaux. C'est-à-dire, l'atmosphère change, même le climat peut changer. Il peut y avoir aujourd'hui un climat au Sénégal qui rende caduc le type de bâtiment qu'on a. Mais on ne va pas les effondrer pour reconstruire le lendemain. On va essayer de s'adapter, le temps de trouver les moyens, de trouver d'autres formes d'habitation. C'est la même chose qui nous arrive. Il y a beaucoup de bouleversements dans le monde. On constate des arrivées au pouvoir par des moyens. TikTok a failli porter quelqu'un en Roumanie au pouvoir. Vous avez vu la réaction du système. Ils se sont débrouillés pour exclure celui-là. Ça, c'est un réalisme politique qu'on ne pourrait pas accepter. En démocratie, il faut laisser chacun utiliser les moyens qu'il peut, parce que les moyens ne sont pas toujours orthodoxes, malheureusement, mais tant que ça n'enfreint pas la loi, mais ça demande à s'interroger. Et aujourd'hui, moi, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, je m'interroge sur même des fondamentaux de la démocratie tels que le suffrage universel. Et ça, on y viendra peut-être. Un homme, une voix, oui, on s'est toujours interrogé sur ça. Est-ce que la voix de Souleymane Bachir Diagne vaut la voix du tireur de charrette dans un champ et qui n'a jamais fait l'école, ni arabe ni français? Est-ce que le vote d'un leader religieux vaut le vote de son talibé qui lui obéit à l'œil, etc. Et il y a d'autres éléments peut-être sur lesquels on viendra. L'âge de la majorité, elle a toujours évolué. C'est dans les années 90 qu'en Suisse, elle est descendue à 19 ans, je crois. En Algérie, ils l'avaient descendue, après ils l'ont remontée, etc. Aujourd'hui, on vote dans des pays où c'est des gens qui, chez eux, ne décident de rien du tout, même pas la télécommande. Et or, c'est eux qui décident non seulement de qui va diriger le pays, mais de comment. Si on prend l'exemple du Sénégal, où le président prend une décision et des jeunes gens qui ne décident de rien chez eux prennent leur page Facebook pour attaquer la décision du président et obtenir gain de cause. C'est quand même assez effrayant. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite, le lendemain, remettre les choses en cause. Il faut réfléchir. Il faut qu'on invite, qu'on ait le courage d'interroger les choses sur lesquelles on est adossé. M. Diagne le suggérait tout à l'heure, le monde change, les trucs changent, etc. Il faut dialoguer, il faut discuter. Oui, mais il faut aller jusqu'au fond de cette réflexion-là. Ne pas avoir peur de la réflexion. Ne serait-ce qu'au niveau de la réflexion, remettre en cause les choses. Vous savez,
Moi, j'ai eu peur un moment d'une chose, que tous mes amis connaissent de moi. Quand on a commencé à parler de limitation des mandats, de 5 ans, 2 ans, je n'étais pas du tout d'accord. Mais puisque ça semblait être un consensus, tout le monde... bon, et là, comme je le disais, la démocratie, les gens, c'est la majorité qui l'emporte. Je me suis poliment tu. Et quand la crise est arrivée et qu'il était question qu'on soupçonnait Macky Sall de vouloir faire un 3e mandat, c'était encore plus une raison de se fermer la bouche. Parce que vous l'auriez sorti en ce moment-là, ça aurait été, vous êtes en train de vouloir aider celui qui est en place. À ce moment, j'ose l'évoquer parce que la question ne se pose pas devant un micro, parce que la question ne se pose pas. J'étais en train de dire à un ami hier, à propos de tout ce dont on discute là, qu'en réalité, nous avons raté un grand virage avec les assises nationales. Ouais. Les choses auxquelles je pense là, dont je parle là, l'âge minimal pour voter, le nombre de mandats, la limitation, etc., aurait été facile à régler avec un président intérimaire, comme le demandaient les assises. On met quelqu'un pour 5 ans, il entame les... Mais vous voyez, là on va en venir au dialogue. Je ne suis pas loin du dialogue. C'est là où ça va être difficile, parce que les institutions, dialogue national, revoir les institutions, c'est très compliqué de faire ça avec des hommes politiques sans que des arrière-pensées politiques n'habitent les uns et les autres. Et sans que même on soit en politique. Par exemple, moi, en venant ici ce matin, en réfléchissant à ta thématique, je me suis dit, bon, le dialogue, oui. Mais quand j'ai un président qui dit, je veux un Premier ministre fort, ça, c'est dans des conférences de presse, des entretiens avec les journalistes. Rien de solennel et qui l'engage formellement devant ses pairs. Mais quand même, ça traduit un peu, on connaît ce désir-là chez lui maintenant. Oui. Est-ce que dès qu'il proposera une réforme qui tire vers là-bas, ceux qui s'opposent à lui ne s'opposeraient pas à cela systématiquement, sans même accepter de réfléchir au fond, tout le monde a toujours pensé dans ce pays que le président de la République avait trop de pouvoir. Mais que cela se passe de cette manière, avec quelqu'un dont on a dit qu'il avait une dette politique. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'on y viendra sur la dette politique. Et je ne veux pas caricaturer, mais les dettes politiques se payent d'ingratitude, disent les gens en caricaturant. Mais ça s'explique rationnellement avec beaucoup comment dire, ça s'explique, ça se démontre que les dettes politiques peuvent se payer d'ingratitude sans que ce soit de l'ingratitude au plan humain. Enfin, puisque nous y sommes, la dette politique, au moment où vous la contactez, vous l'avez payée. Au moment où vous la contactez, vous l'avez payée. Parce que je vous choisis, vous, Alassane, plutôt que M. Diagne, pour être mon candidat, parce que moi, je ne peux pas être. Mais c'est moi le patron. Je vous choisis. Pourtant, M. Diagne a plus le profil, il a plus le truc, etc. Je ne vous ai pas choisi pour vos beaux yeux. Pas parce que nous partageons ci ou ça, parce que nous sommes tous les deux journalistes. Je vous ai choisi parce que je suis plus confortable quand vous êtes au pouvoir. Au moment où la dette est agiotée depuis très longtemps. Mais j'ai entendu des gens qui ont une grande expérience mettre ça tout de suite, dès qu'il s'est installé sur le dos de Diomaye. Diomaye a une dette politique vis-à-vis de... Oui, mais il l'a payé aujourd'hui. Il l'a payé parce que certaines décisions, parce que certaines déclarations, celles dont je parlais tout à l'heure, je veux un Premier ministre fort, etc. Des choses qu'il n'était même pas obligé de dire. Il pouvait attendre le dialogue national pour rappeler aux gens que dans ce pays, on a toujours pensé, et je le crois, vous le croyez, je crois, tout le monde le croit, que nous sommes dans un présidentialisme excessivement centralisateur. S'il avait abordé cette question de cette manière, et non pas de la manière je rends quelque chose que je dois, ça aurait été un peu, je crois, plus efficace, plus productif. Ouais. Mais aujourd'hui, le Premier ministre a dit que le Sénégal n'a pas de problème politique, n'a pas de problème sociétal, n'a pas de problème d'ethnie. Le problème du Sénégal, c'est les défis économiques. Nous y sommes. Comment faire pour sortir le pays des difficultés économiques? Merci beaucoup pour cette question. En effet, le Sénégal a
tous les problèmes, sauf un problème politique. Nous sortons d'une élection où le peuple s'est exprimé de façon assez claire, 2 élections successives d'ailleurs. Donc je pense que la question politique ne doit plus occuper l'agenda permanent en fait, des médias, des personnes, et en fait, d'une manière générale de la vie de la nation. Aujourd'hui, les défis sont réellement économiques. C'est des défis d'abord de correction ou de rattrapage d'une situation qui était quand même assez complexe en termes d'endettement, en termes de gouvernance. Et aussi, nous entrons dans une ère aussi tout aussi complexe avec un grand défi sur le libéralisme. On voit que le multilatéralisme est en pleine souffrance et nos pays étaient très, très, très habitués à s'ancrer dans la logique multilatérale au point même de concéder notre souveraineté financière à des institutions qui ne se privaient pas non plus d'exercer une sorte comme j'allais dire, une sorte de dictat voilà, sur nos économies. Et bien sûr, le point d'achèvement a été à la fin des années 90 ou bien le début des années 80 avec les programmes d'ajustement structurel. Donc face à ces défis qui sont importants et qui ne concernent pas que le Sénégal, mais qui concernent notre jeunesse et donc notre avenir, je pense qu'il est important et essentiel de se réunir. Nous avons quelque part perdu la culture d'être ensemble pour des défis majeurs. Nous le sommes que lorsque notre équipe nationale joue au football et c'est quand même assez décevant de dire que seul le sport parvient à réunir les Sénégalais dans toutes leurs composantes. Alors que le défi majeur du Sénégal n'est pas un défi sportif. Nous ne sommes pas un pays qui doit gagner la Coupe du Monde, nous sommes un pays qui doit trouver des emplois pour notre jeunesse. Et donc il est temps que les acteurs et la société se mobilisent sur les solutions et non plus sur les problèmes et surtout sur les personnes. Ça devient quand même quelque part un peu, je ne peux pas dire agaçant, le mot pourrait être excessif, mais voilà, pour avoir observé la vie politique pendant des années, on se rend compte qu'on répète les mêmes choses avec des personnes différentes et des postures différentes, mais les vrais problèmes, il est très rare que nous soyons tous réunis pour nous décider à leur trouver une solution. Et justement, pourquoi cette capacité de trouver un consensus sur les questions essentielles dans ce pays aujourd'hui? Mais parce que nous sommes toujours divertis par des sujets qui ne sont pas des sujets importants. Aujourd'hui, vous voyez, on parle d'un dialogue national qui commence à devenir un dialogue politique et qui cristallise des débats sur des sujets qui n'ont pas, à mon avis, l'importance que nous leur conférons. Nous avons un défi, c'est de construire ce pays, c'est de garantir la démocratie dans le temps, une démocratie qui doit évoluer. Monsieur Kane l'a dit, la démocratie telle qu'elle est, elle est obsolète, pas seulement au Sénégal, mais partout. Nous avons aujourd'hui le suffrage universel qui est parasité ou piraté par les réseaux sociaux, où le rôle des influences aujourd'hui remet en cause le sens du vote. À quoi bon voter si les personnes sont manipulées pour prendre des orientations politiques qui ne correspondent ni à leur intérêt présent ni à leur intérêt futur, mais qui correspondent à l'intérêt de ceux qui s'exercent à les manipuler. Donc, face à ces défis, forcément, comme le disait M. Kane, il y aura 2 catégories de personnes. Je ne dirais pas 2 catégories de Sénégalais parce que c'est universel. Il y a la catégorie des gens qui comprennent et qui se disent qu'on a un vrai défi et que ce défi n'est pas un problème qui peut se résoudre par être accepté ou être compris. Il faut juste se battre pour régler ces problèmes et quel qu'en soit le prix, être prêt à le payer. Et le défi de ceux qui vont empêcher ce travail. Et donc voilà ce dans quoi le monde est, et le Sénégal aussi. Mais je pense que notre pays, avec toutes les intelligences qui l'ont traversé, pour ne citer que Cheikh Anta Diop, ne mérite pas aujourd'hui d'être un pays où on débat toujours des questions qui n'ont aucun intérêt pour l'avenir de notre jeunesse et on laisse de côté pour la prochaine génération des sujets fondamentaux. Est-ce qu'il y a conscience dans ce pays que justement il y a ces débats-là, ces défis-là? Est-ce que la classe politique de façon globale, elle comprend ces enjeux-là? Ou bien elle ne veut pas comprendre? Je ne limiterai même pas cette carence à la classe politique. C'est à toute l'intelligentsia. C'est à toute l'intelligentsia, y compris nous, les médias, qui sommes au moins les amplificateurs, au moins. On a d'autres rôles, mais prenons au moins ce rôle de diffuseur, d'amplificateur des débats, des informations, de leur hiérarchisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour la presse entre, allez, je ne citerai pas de nom, mais celle fait divers. Oui, celle qui fait le buzz, comme il dit, sur Facebook, à travers son habillement, ses déclarations intempestives, parfois même c'est paroles inconvenantes. N'est pas le reflet de la société aujourd'hui?
Oui, mais de façon globale. oui, quand C'est on elle qui est analyse malade, sociologiquement, on en parle, mais prendre ça comme une excuse. Pas excuse. Je qualifiais la presse d'intelligentsia. Le rôle de l'intelligentsia, c'est pas de ressembler à sa société, c'est de tirer sa société. C'est pas seulement la presse, c'est les hommes politiques, c'est les intellectuels, c'est les universitaires. Nous devons être différents de cette façon-là, parce qu'on est prospectif, parce qu'on est critique. Est-ce qu'il y a une conscience de cela, justement? Est-ce qu'il y a une conscience? Oui, de cette situation-là? Non, j'en venais à ta question. Je disais que c'est pas seulement cette conscience-là, on ne l'a pas. Mais il y a des gens qui doivent l'avoir. Tout le peuple ne peut pas l'avoir d'abord. Il y a des gens qui doivent l'avoir et le diffuser le maximum possible dans le peuple et atteindre le maximum de gens atteignables. Parce qu'il y aura toujours des gens en dehors de ceux dont on parle. Ça ne les intéresse pas. Ils ont changé de chaîne ou éteint leur télévision. Mais ceux que ça intéresse, les toucher au maximum sur les questions importantes, sur les questions essentielles, sur les questions vraiment qui dépassent tes intérêts ponctuels, les miens, ceux de M. Diagne, ceux de Pastef, ceux de l'APR, ceux de machin. Le Sénégal, ce qui est réel, c'est que dans ce pays, il y en a qu'on cite souvent, comme tout à l'heure chez Diop, on pourrait citer Senghor. Il y a des gens qui on pourrait citer Mamadou Dia, on pourrait citer d'autres qui sont plus jeunes qu'eux ou plus vieux, etc., qui ont sacrifié, qui ont aimé le Sénégal et sacrifié leur propre carrière pour le Sénégal. Parmi ces gens-là, il y a des anonymes qu'on ne citera jamais autour d'une table comme la nôtre, mais qui étaient simples journalistes, simples fonctionnaires, simples comptables dans un endroit, qui sont, allez, je vais le dire, agents spéciaux, qui ont une veste élimée, qui n'ont jamais conduit de bolide, mais qui jouent un rôle plus important pour moi de temps en temps que le président de la République. Parce qu'à Alassane, il faut que des questions, parce que c'est nous qui avons avorté ça, hein, il y a des questions plus importantes que tout ce qu'on voit. Le jeune marin qui est sur sa vedette et surveille nos frontières maritimes, la nuit à 2h du matin, il pleut, il voit un danger qui arrive. Tu crois qu'il appelle Diomaye ou qu'il appelle Sonko? Toi et moi, nous dormons. Eux aussi dorment à côté de leurs épouses. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il va appeler quelqu'un d'autre qui va régler le problème. S'il ne peut pas, ce quelqu'un d'autre appellera quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on appellera 4 personnes avant d'appeler le président. Peut-être qu'on ne l'appellera jamais. Le lendemain, on lui fera un rapport pour lui dire que tel problème s'est posé. On l'a réglé de telle façon. Si nous n'avons pas de respect pour cet État-là, la raison en est que nous croyons que l'État, sous Macky Sall, on croyait que l'État c'était Macky Sall. Macky Sall déclare des choses un peu intempestives, après État. C'est des erreurs que les gens font, c'est des choses que je n'ai jamais accepté de dire devant un micro, dont je n'ai jamais accepté de parler devant un micro, mais il est temps que de temps en temps, comme nous disions tout à l'heure, qu'on aborde les vrais problèmes, mais à destination de ceux qui les écoutent, les comprennent. Les autres qui ne les comprennent pas, c'est normal, c'est pas grave, il y aura des dégâts collatéraux, tu diras des choses, prétentieux, tu diras des choses, on va t'inviter, on va t'insulter, tu diras des choses, tu es partisan, farfelé. Les gens que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas Cheikh Anta Senghor, qui sont anonymes, mais qui ont sacrifié et donné leur... Ce qu'on appelle les invisibles. Et qui ont donné des choses à ce pays et reparti anonymement, tranquille. Si ces gens-là faisaient ce type de calcul, je ne serais pas en train d'en parler ici. Peut-être que ce pays ne serait pas au niveau où il est. On aurait eu des Dadis Camara, on aurait eu des Samuel Doe. Parce que ça n'a pas manqué, certainement, au Sénégal, des hurluberlus, parce qu'ils ont une Kalachnikov ou un pistolet à avoir rêvé faire ce que Samuel Doe a fait. Mais nous avons un système organisé tel que les hommes politiques n'ont pas le droit de le chahuter à force de calculs politiciens, etc. Et ça, c'est des choses qui, parfois, ont risqué de nous arriver. Pas seulement ces dernières années. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il y a des moments où cet État-là, dont j'ai parlé, mais que certains nient malheureusement un certain niveau de responsabilité, dont certains nient l'existence, cet État-là a sauvé ce pays de beaucoup de choses.
je le rappelais avant-hier quand il y a des choses qu'un homme politique responsable ne dit pas. J'ai pris l'exemple, quand on donnait l'autre exemple, l'exemple actuel, j'ai pris l'exemple de Macky Sall qui disait j'ai mis sous le coude. Tout le monde le sait. Les enfants savent qu'il y a des gens qu'on ne prendra pas pour les amener en prison. Je peux tout de suite dire 5 noms. Vous serez d'accord avec moi que personne n'ira les chercher chez eux. Quel que soit ce qu'on pourrait leur reprocher. Mais pourquoi, moi je peux le dire, il y a sans conséquence. Mais quand un chef d'État ne doit pas le dire, un chef de gouvernement ne doit pas le dire, même un ministre ne doit pas le dire. Donc il y a des choses comme ça qu'on entend parfois dites par des responsables malheureusement. Mais pour que le système tienne, il faut que l'économie soit forte. Au Sénégal, vous avez des gaz, vous avez des pétroles qui a déjà démarré. Mais quand vous êtes dans la rue aujourd'hui, il y a beaucoup de complaintes par rapport à la situation économique du pays. Alors, l'économie, c'est d'abord la confiance, et la confiance, elle doit être matérialisée à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a un vrai défi de confiance, d'abord entre acteurs politiques, et un vrai défi de confiance entre l'État et les administrés. Pourquoi? Parce que l'État a été politisé. Et ça, c'est pendant au moins les 20 dernières années. Je pense que les dernières années du président Diouf étaient quand même assez claires dans le sens où on ne confondait pas l'État avec le parti. Mais je pense que les années libérales ont carrément fusionné l'État et le parti. En 2000, ça a commencé en 2000. Voilà. Et donc, du coup, cela fait que personne ne sait qui est qui. Et aujourd'hui, on est dans le temps de la restauration. Il est impératif que l'État et le gouvernement, j'entends par gouvernement l'acteur politique, et État, l'institution, soient totalement dans la perception des Sénégalais décorrélés. L'État est permanent et l'État est l'incarnation de la volonté de chaque citoyen, alors que le gouvernement est un choix du peuple et qui évolue dans le temps. Et donc, pour en revenir à la question économique, tant que la confiance n'est pas établie, l'économie est très difficile à construire. Parce que tout le système économique repose sur la confiance. Aujourd'hui, nous avons des défis importants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes dans le meilleur moment du Sénégal. Un moment où il y a une prise de conscience que c'est à nous de régler nos problèmes. Ce ne sera pas à des institutions internationales ou à la mondialisation proprement dite. Et le moment où nous avons le plus de potentiel. Nous avons une jeunesse très dynamique, très inventive, vraiment qui a le sens de l'initiative. Nous avons des ressources aujourd'hui naturelles qui sont capables de porter nos ambitions économiques. Il nous reste la gouvernance et surtout aussi sortir maintenant de nouvelles idées. La gouvernance, c'est un sujet justement qu'il est important de poser dans le cadre du dialogue national. Nous devons avoir un système de gouvernance infaillible. Nous ne pouvons pas redoubler à chaque élection, à chaque alternance, reproduire les mêmes erreurs et après refabriquer une nouvelle alternance. Ce n'est pas un système durable. Donc il faut beaucoup de courage pour régler les problèmes de gouvernance. Et sur ce registre, vraiment, je pense que nous devons être une majorité de personnes. Comme l'a souligné M. Kane, l'intelligentsia, c'est un mot qui peut paraître un peu trop sophistiqué, mais c'est la réalité. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'engagent pour les transformations utiles. La gouvernance, ça doit être à un horizon de 50 ans, 100 ans, ce n'est pas à un horizon de 5 ans. Alors, une fois que ces questions de gouvernance sont réglées, il restera maintenant la manière d'imaginer l'économie. Nous ne pouvons pas rester dans les carcans anciens. Aujourd'hui, il faut beaucoup d'imagination. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez le domaine médical. On va convoquer les patients, tous les patients d'habitude à 6h, 8h du matin, tout en étant sûr que les patients, certains d'entre eux, seront consultés à 15h, 16h. Alors, il y a une inefficacité et il y a un besoin. Le besoin, c'est d'avoir le rendez-vous à l'heure où on est capable d'être consulté. Et cet écart ne sera jamais comblé. Et voilà une opportunité économique. Combien d'entreprises auraient pu s'insérer dans des services pour faire coïncider les personnes qui se déplacent avec le moment où le service leur sera délivré? Ça marche à la police, ça marche au passeport, ça marche partout. Et aujourd'hui, il faut que la performance et l'efficacité ne soient pas le rôle de l'État. L'État doit impulser cela et déléguer à travers la modernisation de l'économie à un secteur privé, jeune, de petites entreprises. Ça ne sert à rien de donner de grosses affaires à de grosses entreprises. Voilà, des TPE, mais voilà de petites niches, mais qui sont si nombreuses que tellement de jeunes entreprises peuvent aujourd'hui trouver leur voie en offrant des services utiles à des personnes
qui, au lieu de rester 10 heures immobilisés à attendre un rendez-vous, resteront 1 heure pour le faire et sont prêts à payer ce qu'il faut pour faire vivre des entreprises. Alors, c'est dans tous les secteurs. J'ai pris le secteur médical parce qu'il est assez évocateur et nous l'avons sans doute tous déjà expérimenté. Mais voilà un peu comment il faut, à travers la modernisation de l'économie, la dérégulation de certains monopoles qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, créer les conditions pour laisser émerger des TPE et de l'emploi pour la jeunesse. Mais vous avez posé une question de fond par rapport à cette jeunesse-là, la formation, l'éducation, le respect de l'heure, le respect de la rigueur qu'il doit avoir par rapport à tout cela. Ça, c'est un gros problème dans notre pays. C'est un très gros problème, mais pour le résoudre, vous savez, en fait, le Sénégalais pense qu'il est plongé dans un système d'inefficacité chronique et duquel il ne peut se soustraire. Et du coup, chacun essaie à sa manière d'améliorer sa condition. Je pense que c'est encore la conséquence des ajustements structurels. On a déréglementé la société, déréglementé l'économie et on a fait de la survivance un mode entrepreneurial, un mode de vie. Voilà. Et du coup, on s'est permis toutes les dérogations et aujourd'hui, nous avons beaucoup de désordre que nous devons forcément réorganiser. Il faut du courage parce que ce n'est pas facile, mais c'est une nécessité. Et ce désordre vient dans un moment où il y a une crise dans les médias. Avant d'en arriver au désordre, parce que M. Diagne a quand même touché des points qui beaucoup me font réfléchir, c'est bien d'être à la retraite. On réfléchit beaucoup. Il a parlé de schémas éculés, d'anciens schémas sur lesquels on fonctionne. Il a parlé de la nécessité d'en sortir. Mais est-ce qu'on va en sortir? Il y a des consensus qui relèvent pour moi d'un conservatisme absolument paresseux. Et je vais essayer d'aborder un problème sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup d'autres problèmes, celui qu'il vient d'aborder sur la question des rendez-vous, que tu as voulu aborder du point de vue humain, que nous changions déjà notre mentalité pour pouvoir répondre à des organisations comme ça, qu'une société organise les rendez-vous pour que je sache que non, si je vais à 8 heures, ça ne sert à rien, je serai reçu à 20 heures, je serai reçu à midi et demi. Mais que l'information me soit donnée, qui me permet de prendre tranquillement mon petit déjeuner, d'amener mon enfant à son école, de passer régler un problème à la banque avant d'aller à mon rendez-vous médical, plutôt que d'aller m'asseoir sur un banc inconfortable pendant 4 heures, ça n'a pas de prix. J'aurais payé et des gens auraient vécu avec ça. Mais pour les schémas éculés, par exemple, on a organisé un grand raout ici, sous Macky Sall, où j'étais allé. Quelqu'un d'ailleurs, sans me demander mon avis, m'avait donné la parole. Ce que j'allais y dire, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit là-bas. Je vais vous le dire. Parce que M. Diagne a abordé le problème sous un angle. Je suis même en train d'écrire sur ça, mais pas vraiment une étude ou un article, dans mes trucs de création. Par exemple, tout le monde est d'accord. Oui, les ressources pétrolières que tu as évoquées, on va mettre une part pour les générations futures. On va garder ça pour les générations futures. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que nous, nos arrière-petits-enfants qui vont venir là dans 50 ans, ils ont besoin de coffres-forts, de comptes bancaires offshore, gardés dans des, comment ils appellent ça, fonds insécures aujourd'hui dans l'atmosphère des finances qui est une sorte de casino international? Est-ce que nos enfants ont besoin de coffres-forts pleins d'argent, de comptes bancaires bourrés d'argent, que d'universités de la taille et de la qualité du MIT? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'argent liquide que d'hôpitaux performants? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'argent liquide que de classes climatisées, d'écoles primaires qui ne soient pas des abris provisoires? Pourquoi ne pas, si on a confiance, mais on n'a même pas confiance, notre main gauche n'a pas confiance en notre main droite. On dit on va garder l'argent, on va voter des lois, on va machin, mais quand même on donne au président de la République la possibilité, s'il y a des catastrophes, il va décider. S'il risque de perdre son pouvoir, il décide qu'il y a une catastrophe, il va prendre l'argent. C'est l'un des consensus sur lesquels, comme je disais tout à l'heure, pour la politique, pour la démocratie, il faut qu'on réfléchisse. Mais on semble tous d'accord. Et dès que tu retouches ça, on te dit oui, mais la Suède, la Finlande... Mais la Finlande... Ce n'est pas le même contexte. Mais c'est des pays achevés, là. C'est des pays qui n'ont pas de besoin de pistes de production. C'est des pays qui n'ont pas besoin d'universités de la taille des MIT parce qu'ils l'ont. Qui ont réglé déjà
C'est des pays qui ont des infrastructures achevées. C'est des pays où les hôpitaux ne convoquent pas les gens à 8 heures pour les recevoir à 10 heures. C'est des pays achevés. Construisons ça. Si on a de l'argent, construisons ce confort-là. Sinon, on va créer des riches qui vont construire des immeubles, spéculation immobilière. Tous les pauvres vont rester des locataires et les riches vont encore plus s'enrichir. Je demande qu'on réfléchisse à ça. Parce que comme les schémas éculés, il y en a beaucoup sur le plan économique, il y en a sur le plan de l'enseignement, de l'éducation. On évoquait tout à l'heure hors antenne l'enseignement des langues nationales, où il y a, de mon point de vue, beaucoup de malentendus. Autant je crois que les créateurs sont au plus près de leur création quand ils créent dans leur langue, autant je crois que si un étudiant aujourd'hui qui a des limites en français, à l'âge où il est, croyant que ces limites en français sont la faute du français, et non pas ça, c'est son incapacité à apprendre, à assimiler, le Wolof ne le sauvera pas, le Pulaar ne le sauvera pas. Parce que c'est des langues encore beaucoup plus complexes que le français. Je suis en train de m'en rendre compte avec le peu de Wolof que je balbutie, que j'écris. Donc, sous ces malentendus, il faut qu'on essaie de faire attention à nous. Régler des problèmes immédiats, ça n'est pas de la gouvernance. Régler des problèmes immédiats, ça n'est pas de la gouvernance. Je sors parfois la formule par rapport à la bonne gouvernance pour nos jeunes amis, là, j'aime bien les taquiner, que la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement de la comptabilité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, de la prospective, d'imagination. C'est l'acte banal de répondre au courrier d'un citoyen. Il y a le ministre, je ne connais pas son nom, qui essaie de régler les problèmes des gens de maison, là, des ménagères, qui veulent augmenter leur salaire et tout ça. Tu sais, la réponse la plus pertinente que j'ai entendue lui être renvoyée, ça lui a été renvoyé par la patronne de l'association des gens de maison qui était l'invité de faire il n'y a pas longtemps, une Denise, dont j'oublie le nom de famille, qui dit avant de nous augmenter nos salaires, mais d'abord il faut nous sécuriser. Il faut qu'on soit en sécurité. Elle pense déjà à contrat, elle pense déjà à d'autres types de protection. Et elle dit, je leur ai écrit X fois. C'est de la mauvaise gouvernance que de ne pas répondre à cette dame-là. Si on l'avait reçue, on n'aurait peut-être pas pris cette décision de dire aux gens, augmenter les salaires, ce que les gens ne vont pas faire s'ils ne peuvent pas, sans sécuriser cette profession. La question de la presse aujourd'hui, la crise dans les médias, et dans cette atmosphère aujourd'hui. Alors, donc les médias, c'est un sujet d'une très grande importance pour moi. Parce que toutes les transformations qu'une société souhaite faire, ça passe par les médias. Parce que c'est un relais d'éducation, c'est un relais de transmission de valeurs, aujourd'hui peut-être même parfois plus puissant que ce que les familles peuvent faire. Les médias sont dans une crise d'abord parce que des réseaux sociaux se sont immiscés dans la profession et ont plus ou moins usurpé quelque part une légitimité qui était au début un domaine réservé. Donc ça, c'est le premier défi. Comment faire pour que ce qui relève de la presse et du journalisme professionnel ne soit pas confondu au niveau de l'opinion avec ce qui relève de l'influence et de la manipulation. Ça, c'est le défi des médias, mais bien sûr un défi qui doit être soutenu lourdement par l'État, parce que l'État est le garant en fait de nos intérêts. Le deuxième défi, c'est le défi financier. Et d'ailleurs, le problème des médias et celui des partis politiques est le même. On n'a pas un système de financement des partis politiques, ce qui fait que nous sommes de façon cyclique dans des approches de malgouvernance où on confond justement les moyens de l'État avec les moyens d'un parti politique. C'est une question qui doit être réglée. Mais c'est le même problème au niveau des médias. Il faut des financements. C'est ma perception, très lourd pour les médias. Il faut les financer parce que sans les médias, on ne peut pas transformer la société. Et donc, un cahier de charge extrêmement rigoureux, une régulation sans complaisance et des financements très conséquents. Une entreprise de presse ne doit pas être une entreprise précaire parce que sa responsabilité est très lourde dans la société. Et je pense qu'autant il faut soutenir de la production parce que je vois que les productions sont très faibles. Et d'ailleurs, si aujourd'hui certains sujets font la une, c'est parce que c'est des sujets qui peuvent rapporter et qui n'ont aucun intérêt pour le présent de la nation et son futur. Donc l'État doit lourdement soutenir la presse tout en l'encadrant et en régulant le métier de la presse. Ça, c'est un devoir impératif. On ne pourra jamais construire un Sénégal
avec une presse qui se débrouille pour exister. On est obligé de nous baser sur une presse qui est lourdement financée, à la limite comme les moyens publics qui sont mis avec les médias publics. Et aujourd'hui, il y a quand même un professionnalisme dans la presse écrite et dans la presse audiovisuelle qui est reconnu aux médias publics, même si ils ont tendance, à chaque régime, tout à fait à consacrer quelque part une certaine clémence dans leur analyse. Alors, une fois qu'on a soutenu la presse et qu'on a soutenu la production, maintenant, c'est la responsabilité. Les médias ont une responsabilité. On ne peut pas diffuser n'importe quoi, faire dire n'importe quoi, etc. Donc, on est obligé d'avoir une régulation très stricte et très rigoureuse par rapport à ça. Donc, voilà vraiment mon opinion sur la presse. Et je le dis depuis des années. Donc, vous aurez d'ailleurs l'occasion, sans vouloir citer mon dernier ouvrage, je parle de ces questions, autant que je parle même des questions des femmes de ménage et de de tous les défis de la société aujourd'hui qu'il est assez simple de résoudre dès lors qu'on s'inscrit dans des logiques de consensus et que tout le monde regarde l'avenir et non pas le présent immédiat. Par rapport aux crises, oui, sur les médias, parce que je suis journaliste, des mots comme régulation, etc., me gênent toujours, mais je crois que dans le fond, M. Diagne a absolument raison. Mais le premier financement qu'on peut faire aux médias, c'est d'abord de leur enlever les charges qui ne coûtent rien à l'État, qui ne coûtent pas que l'État prenne dans sa poche. Une fiscalité spéciale. On est arrivé dans ce pays au moment où on a fait 0 TVA pour le tourisme. Pourquoi ne penserions-nous pas à des formules comme ça qui feraient qu'aujourd'hui, je crois, votre entreprise serait dans d'autres situations. Je crois que la situation dans laquelle vous êtes, c'est tout simplement les ATD. C'est les ATD qui vous ont bloqué vos comptes. Et du coup, vos journalistes, 2 mois, 3 mois sans salaire, on peut les comprendre. Certains vont ouvrir des chaînes YouTube, ce qui va ajouter au désordre. D'autres vont chercher un travail ailleurs. Vous en êtes handicapés. Et ça arrive aujourd'hui à tous les médias. 380 médias ont été fermés. 5 employés seulement pour chacun, ça fait 1900 chômeurs. C'est des chômeurs de Diomaye Faye. Ce n'est pas les chômeurs des chefs d'entreprise de presse. Quand on comptera les chômeurs du Sénégal, on ajoutera les 1900 que le ministre de la Communication a créés en fermant des médias, ce qui est inconvenant. Les réseaux sociaux, je les appelle même médias sociaux. La liberté d'expression appartient à tous les citoyens. Quand il n'y avait pas l'électronique, Internet, les citoyens qui voulaient s'exprimer en dehors des canaux de la presse écrivaient des tracts. Considérons ceux qui sont sur les réseaux sociaux avoir leur blog ou les Daziba ou les trucs comme des gens qui émettent des tracts qui disent leur opinion parce que la loi le leur permet. Parce que la liberté d'expression n'appartient pas aux journalistes. Par contre, c'est pas pour rien que ça s'appelle la liberté de la presse. C'est une question technique, la liberté de la presse. Elle est octroyée à des gens. Donc le métier de journaliste s'approprie cette notion de liberté de la presse qui est, on n'a pas besoin d'y revenir, encadrée par le code pénal, le code de la presse aussi. Beaucoup de secteurs sont juste encadrés par la loi. Nous avons la loi de tous les hommes et nous avons nos propres lois qui sont même plus contraignantes que les lois Alassane. Si on pense au code déontologique, si on passe à l'éthique auquel nous nous soumettons. À la Convention de Munich. Quand on pense à la surveillance locale dans les journaux, dans les rédactions, le jeune journaliste que tu recrutes, Alassane, je parle sous le contrôle de tous les directeurs de publication. J'ai été directeur de publication combien de fois dans ce pays. Mais tu ne leur fais pas faire n'importe quoi. Et ils ont des arguments. Le journaliste, il est même protégé, M. Diagne, par la clause de conscience. C'est-à-dire, si Alassane veut me faire écrire un papier avec lequel je ne suis pas d'accord, si la ligne éditoriale de Alassane me contraint à faire des choses qui... Je dépose ma démission et il me paye mes indemnités comme s'il m'avait licencié. Évoque la clause de conscience. J'évoque la clause de conscience. Les journalistes qui dérapent, c'est leur propre responsabilité. C'est eux qui se laissent aller à vouloir
être ce qu'ils ne sont pas. Ce métier quand même conserve quelques côtés romantiques, quelques côtés militants, quelques côtés... passionné. Voilà. Si vous voulez être directeur de publication au bout de 5 ans d'exercice, vous êtes déjà sur une mauvaise pente. Si en plus, au bout de 5 ans, vous voulez être directeur de publication et habiter dans les quartiers où habitent les ministres et conduire les voitures que conduisent les ministres, vous enfoncez encore dans une mauvaise direction. Un jour, vous construirez effectivement un gros machin, appelez ça groupe de presse et tout ça, mais vous êtes un géant au pied d'argile en ce moment-là. Parce que la liberté que celui qui n'a pas tout ça a de dire ce qu'il pense, vous ne l'avez plus. Parce que vous pensez justement aux intérêts économiques qui ont dominé maintenant, qui dominent ta profession, qui sont plus importantes maintenant que ta ligne éditoriale. Parce que ça, je parle sous ton contrôle. Financement. Tu le sais très bien. C'est là où l'État, partant du principe, Mme Diagne le répète tout le temps, que la presse est nécessaire à la démocratie, voire indispensable, et je parle d'expérience, l'image du Sénégal dans les années 70, 80, 90 jusqu'en 2000, que vous avez évoqué, reposait essentiellement sur la liberté de la presse. Nous avons caricaturé, nous avons tout fait. Moi, j'ai fait 17 ans, je le répète tout le temps, dans la presse. C'est obtenu beaucoup de financement, parce que justement, il y avait une liberté de presse qui permettait des financements pour du pays. Mais oui, ça fait partie, c'est écrit dans les... Non, c'est écrit, c'est des critères pour beaucoup d'organisations, les MCA américains. C'est clair que la liberté, la démocratie, dont l'un des éléments les plus probants est la liberté de la presse, nous étions allés jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire, il ne peut pas y exister de journal satirique dans un pays qui n'est pas apte en démocratie. Nous avions des journaux satiriques. Dès 1973, journal satirique. Le Cafard Libéré est venu après. Et nous avons poussé. Le politicien et tout. Ce pays a construit son image là. Cette image qui est certes politique, mais qui a des conséquences économiques, des conséquences diplomatiques. Avec une presse qui s'est faite elle-même, qui s'est battue, comme je l'ai dit, pour gagner des terrains, etc. Aujourd'hui, pour ne pas nous éloigner du thème de l'actualité, les réseaux sociaux sont venus nous perturber, mais ils ne doivent pas nous perturber. Et c'est là où M. Diagne évoque le rôle de l'État. C'est de protéger ce métier de journaliste contre cette invasion. Et c'est facile à régler. L'État ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent au nom de la liberté d'expression. Oui, mais l'État peut empêcher quelqu'un d'exercer un métier qui n'est pas le sien. Or, ce métier, on l'enseigne dans les écoles, on délivre des diplômes à ceux qui sont dans ces écoles, mais on forme les gens aussi dans les rédactions. Les rédactions sont tellement plus, importantes que le diplôme, qu'Alassane, tu le sais. Si tu sors du CESTI avec ton diplôme major de ta promotion et tu vas être conseiller du ministre, et tu vas prendre ta retraite là-bas, tu n'as jamais été journaliste du tout, n'est-ce pas? Parce que ce que disent nos textes, nous, c'est qu'il faut exercer le métier et gagner l'essentiel. D'ailleurs, on l'avait même chiffré, je ne sais pas si le chiffre existe toujours, mais en tout cas, dans notre temps, on avait dit 70% de vos revenus doivent provenir de l'exercice du métier. C'était la même chose qu'ailleurs, en France, etc. Le diplôme n'était pas indispensable, mais le passage par le stage de 6 mois, reconductible 6 autres mois. Mais quels sont les métiers qui font ça ici? 6 mois, reconductible 6 autres mois par le directeur de publication qui, au bout de l'année, maintenant, si vous faites 1 an, le lendemain, vous venez travailler, vous êtes embauché. Absolument. Vous êtes embauché. Nous avons ce métier, il est organisé. Prendre prétexte qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se prétendent journalistes, qui ne le sont pas. Le métier, je ne suis pas d'accord. Il doit être maintenant qualitatif, etc. Ce n'est pas à moi qu'on va faire, n'est-ce pas? C'est prêcher un converti. Moi, en 2009, j'ai écrit un livre sur la façon dont nous travaillons mal, les écrits d'Ojas, pour avertir des choses comme celles qui sont aujourd'hui arrivées. Mais il ne faut pas désespérer, ce problème est soluble. Il est... J'espère que ce n'est pas soluble, hein. C'est un autre mot. Il faut trouver des solutions. Ce problème, on peut le résoudre. Hein. Donc,
pour le résoudre, il faut juste protéger le métier de journaliste à partir des critères dont je viens de parler. Absolument. Gagner sa vie en exerçant ce métier et pas autrement. Être reconnu par ses pairs comme quelqu'un qui est de la profession. Il y a des gens qui sont arrivés sans être passés par le CESTI. Qui sont performants. Je ne sais pas si je suis performant, en tout cas, je suis un cas particulier. Oui. Un cas. Justement, par rapport à ce que la presse représente pour un pays, pour la démocratie, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour apaiser la tension? Il faut prendre le problème, je pense, très au sérieux. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le problème de la presse. Il y a un autre élément qui manque à notre construction démocratique. Pour revenir un peu sur ce que disait M. Khan, c'est les sondages. Oui. On interdit les sondages et donc n'importe qui peut se faire prévaloir d'une opinion qu'il prétendrait être majoritaire alors qu'elle est tout à fait minoritaire. Je pense que si nous arrivons à réguler les sondages, que le gouvernement, à travers l'agence de la statistique ou une autre agence à créer, communique régulièrement de l'information économique sur le chômage, sur toutes ces questions-là, et que nous parvenons à résoudre le problème de la presse, à la fois sur la production, parce que ce n'est pas seulement l'information, mais c'est tout ce qui reste, le documentaire, le culturel, etc., toutes ces choses-là, qui aujourd'hui, pour être produites, ont besoin de moyens. Donc si on règle la presse avec toutes les dimensions qui ont été évoquées, dimension fiscale, dimension professionnelle, dimension production, et qu'on met en place un institut de sondage crédible, qui ne permet plus à n'importe qui de dire voilà ce que pensent les Sénégalais. Et enfin, la dernière composante, c'est que l'information économique sur le chômage, sur toutes ces questions-là, comme dans tous les pays, tous les mois, il y a un bulletin qui sort, il y a une conférence de presse, mais ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Ce n'est pas, parce que le gouvernement, il est supposé, bien sûr, défendre sa politique. Il faut que ce soit indépendant et crédible, et alors tout le monde n'aura que pour seul chantier le travail. Ouais, le temps que vous avez parti est terminé. Merci Ibrahima Nour Diagne, Edine Diagne, économiste et expert en transformation digitale. Merci à Pape Samba Kane, journaliste, éditorialiste et écrivain. À la technique, Birane Sissé, micro, Alassane Sabo Diop. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.